Bonjour Madame la Directrice Générale de l'École d'Administration Publique de Catalogne. Bonjour Madame la Secrétaire Générale de l'Administration de Catalogne. Bonjour Mesdames et Messieurs et distingués collègues. Ma présentation va s'axer sur deux parties. La première qui va faire un bref bilan des dernières réformes que nous avons traversées, que la France a traversées entre 2000 et maintenant. Et la deuxième partie, ça sera plutôt une vision sur ce qui va se passer dans les futurs mois en France. Comme vous le savez, la France a connu dernièrement un changement politique. Nous avons une nouvelle majorité présidentielle, nous avons une nouvelle majorité parlementaire. Et aujourd'hui même, cet après-midi, le Premier ministre va présenter son discours général auprès du Parlement. Donc, toute cette matière que je vais vous communiquer aujourd'hui est encore un petit peu floue. J'ai obtenu des informations via la presse, mais cet après-midi, les choses seront gravées dans le marbre. Ça sera la feuille de route du Premier ministre, du gouvernement. Voilà, donc si j'avais pu faire cette présentation demain, je vous aurais annoncé des choses beaucoup plus précises. Attendez, voilà. Je voudrais d'abord commencer cette présentation par ce texte. Donc, si vous voulez bien, je vais le lire. Point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt. Pour remplir ces trois points, il n'y a qu'un moyen. C'est de réduire la dépense au-dessous de la recette. On demande sur quoi retrancher et chaque ordonnateur, c'est-à-dire chaque personne qui gère un budget, dans sa partie soutiendra que presque toutes les dépenses particulières sont indispensables. Ils peuvent dire de fort bonnes raisons, mais comme il n'y en a pas pour faire ce qui est impossible, il faut que toutes ces raisons cèdent à la nécessité absolue de l'économie. Ce texte est d'une profonde actualité. Et pourtant, ce texte est très très vieux. Il est bien plus vieux que votre école, Madame la Directrice Générale, puisqu'il date de 238 ans, 15 ans avant la Révolution française. C'est le contrôleur général des finances, M. Turgot, qui l'a écrit à l'attention du roi Louis XVI. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Premièrement, trois objectifs. Point de banqueroute. Deuxièmement, point d'augmentation d'impôts. Troisièmement, point d'emprunt. Et ce qu'il dit aussi par ailleurs dans cette lettre, c'est réduire la dépense au-dessous de la recette et assez au-dessous pour pouvoir économiser chaque année une vingtaine de millions de francs or afin de rembourser les dettes anciennes. C'était il y a 238 ans, ça pourrait être aujourd'hui. Donc, ma présentation, la première partie, va parler des réformes qu'il y a eu en France à partir, disons, des années 2000. Et on s'est inspiré beaucoup de ce qui s'est passé dans d'autres pays, notamment chez mon collègue au Québec, ou bien en Europe du Nord, ou bien en Nouvelle-Zélande. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme grandes réformes? Il y en a eu, disons, trois. Premièrement, c'est la LOLF, loi organique portant loi de finances, c'est-à-dire une nouvelle constitution budgétaire, si je peux utiliser ce terme. Mais il y a eu également des réformes, la RGPP, Revue générale des politiques publiques, et REAT, réforme de l'administration territoriale. Donc je vais développer un petit peu ceci, mais s'il y a eu des réformes en France, c'était parce qu'il y avait une contrainte budgétaire très forte, donc une sorte de choc exogène. Alors, ce qu'il faut voir, premièrement, le produit intérieur brut, 2808 milliards d'euros. Le déficit public, actuellement, il est de 5,2% du PIB, c'est-à-dire au-delà des 3% prescrits par les critères de Maastricht. Donc, nous avons 146 milliards de déficit. Nous avons une dette publique de 1800, pas 1,8, 1800 milliards d'euros. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le budget de l'État, c'est 271 milliards d'euros. Donc quand vous voyez par exemple le déficit 146 milliards rapporté au budget de l'État de 278 milliards d'euros, ça vous montre un petit peu l'impasse budgétaire actuelle. Donc, nécessité de faire des réformes. Alors, il y a eu cette nouvelle loi organique portant loi de finances qui a été votée en 2001
et qui est rentré pleinement en application en 2006. Avec cette loi de finances, nous passons d'une logique de moyens à une logique de résultats. Je suis un ancien budgétaire puisque j'étais responsable du budget du ministère de la Justice. Et avant, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on se présentait au ministère des Finances, puis après au Parlement, et puis on disait, voilà notre budget. Et à l'époque, le Parlement ne se prononçait que sur 5% des mesures nouvelles. Le reste du budget, c'était une reconduction des crédits antérieurs. À partir de 2006, à partir de la LOLF, on examine tout. Chaque année, on remet tout à plat et on va voter. Et ce qui est important, c'est que le Parlement a un rôle beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'à présent, il ne peut pas augmenter globalement ou il ne peut pas baisser globalement le budget de l'État. Mais ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire des amendements budgétaires. C'est-à-dire qu'il peut prendre un ministère pour le mettre sur une autre enveloppe budgétaire d'un autre ministère. Donc ça va nécessiter quoi? Ça va nécessiter de davantage justifier la bonne utilisation des crédits auprès du Parlement. Pour cela, il va falloir avoir tout un suivi de l'exécution en infra-annuel. Il faut être plus transparent. Et également, cette nouvelle loi de finances va permettre de décider au mieux des crédits affectés à chaque politique publique. Alors, le fait d'avoir cette nouvelle loi de finances, ça va introduire des modifications dans les méthodes de travail. Premièrement, ça va responsabiliser les gestionnaires. Les gestionnaires, ils vont dire, voilà, j'ai des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il me faut tant de crédits. Et un an plus tard, ils iront voir le Parlement et ils diront, voilà ce que j'ai fait de ces crédits. Premièrement, voilà comment je les ai consommés, un taux de consommation des crédits, mais surtout, ils vont essayer d'examiner quel a été l'impact de ces politiques. Je devais faire ceci, voilà ce que j'ai fait réellement. Donc, suivi avec des indicateurs de performance. Ça nécessite aussi de professionnaliser les agents, via la formation, via aussi le recrutement. Donc, nous avons besoin de nouveaux profils. Et ça va nécessiter aussi de mettre en place un système de remontée d'informations, des outils de pilotage. On va se fixer des objectifs, on va suivre en infra-annuel la conduite de l'exécution budgétaire, on va analyser les résultats, on va évaluer la performance et on va mettre en place éventuellement des mesures correctrices. Parallèlement à cette nouvelle constitution budgétaire, il y a eu, en 2007, la mise en place de deux réformes. L'une au niveau central, la révision générale des politiques publiques, et l'autre qui a touché l'administration déconcentrée, la REAT. Donc, dès 2007, volonté de réaliser des économies pour avoir plus de marge de manœuvre afin de se recentrer sur le cœur de métier des politiques publiques, rationaliser l'organisation de la fonction publique. L'objectif, c'est faire mieux avec autant, voire moins. Alors, quelques exemples de politiques qui ont été mises en place. Règle du non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, fusion de direction au sein de ministères et refonte de la carte judiciaire, spécialisation de certains tribunaux, d'autres ont été fermés, etc. Le bilan des actions menées. Oui, il y a eu une réduction des effectifs de la fonction publique, mais essentiellement au niveau de l'administration centrale. Les collectivités territoriales ont créé davantage d'emplois et finalement, globalement, le résultat n'a pas été atteint. Si l'administration centrale a baissé les effectifs, ce n'est pas le cas de manière globale. Une amélioration de la qualité des services publics. Mise en place de guichets uniques, mise en place du développement de la dématérialisation, l'e-administration. Il y a eu également une modernisation de la fonction publique, culture de la performance, fixation d'objectifs, suivi de l'exécution, rémunération au mérite, introduction d'une certaine rationalité managériale.
Les résultats en matière de réforme administrative ont été soulignés, notamment au niveau de la Task Force pour la Grèce, puisque les 26 autres États membres ont choisi la France pour être leader en matière de réforme administrative auprès des ministères centraux en Grèce, pour apporter des conseils, une expertise à nos collègues grecs. Alors, la LOLF, c'est une initiative parlementaire qui s'inscrit dans la durée. Il faudra peut-être 10, 20 ans pour que pleinement elle porte ses fruits, parce que vraiment, c'est un changement de mentalité dans l'exercice quotidien de son travail. Alors, deuxième partie, c'est plutôt prospective, c'est les perspectives pour l'administration publique française. Alors, la contrainte budgétaire, comme vous le savez, est tout aussi importante, mais maintenant, il faut certes changer, mais tout en gardant le même cap. Donc, et ceci compte tenu des engagements français, notamment budgétaires et européens. Donc, quelles sont les nouvelles orientations ? Le nouveau gouvernement tient à réaliser des économies, mais de manière différenciée en fonction des priorités politiques. Alors, il y a eu la semaine dernière un séminaire gouvernemental avec l'ensemble des ministres, de façon à acter certaines mesures. Premièrement, garder le cap, réduire le déficit public à 4,5% du PIB à la fin 2012, puis à 3% du PIB en 2013, et enfin revenir à l'équilibre des finances publiques en 2017. Pour cela, il convient de diminuer les dépenses de fonctionnement de l'État. Donc, réduction, par exemple, de l'achat de fournitures, des entretiens des locaux, etc. Diminution de 15% en 3 ans. Moins 7% en 2013, moins 4% en 2014, moins 4% en 2015. Pas de réduction des effectifs dans les ministères prioritaires. Il y a 3 ministères prioritaires, l'éducation, la justice et l'intérieur. En fait, pour l'intérieur, il y a la police et la gendarmerie qui dépendent de la défense. Et compensation par une diminution dans les autres ministères de 2,5% par an. C'est-à-dire non renouvellement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. Baisser les dépenses d'intervention de l'État de 40% en 3 ans. C'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse des aides, baisse des subventions, etc. Cet effort va être également demandé aux collectivités territoriales. Et également, il va être demandé aux opérateurs qui sont des sortes de démembrements, des agences, des sortes de démembrements de l'État. Sauf pour un opérateur, c'est le pôle emploi qui s'occupe du suivi des personnes qui sont demandeurs de travail. Le discours de politique générale du Premier ministre cet après-midi, par rapport à ce qui a été dit dans la presse, eh bien, il veut réussir la modernisation de l'État, que l'État soit plus stratège, qu'il soit plus décentralisateur. Le Premier ministre souhaite moins de lois, mais des bonnes lois. Alors, au niveau budgétaire, l'effort portera certainement sur la masse salariale, c'est-à-dire sur le nombre de fonctionnaires dans les fonctions publiques. Il y a 3 fonctions publiques en France. Premièrement, c'est la fonction publique d'État, les personnes qui travaillent dans les ministères, dans l'administration centrale, qu'elles soient à Paris ou bien dans les services déconcentrés de l'État. Également, il y a la fonction publique territoriale, les personnes qui travaillent dans les collectivités, par exemple les mairies, les départements, les régions. Et là, il doit y avoir une grande attention portée sur l'évolution des effectifs dans ce secteur-là et la fonction publique hospitalière. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, qui ne va jusqu'à 2009, eh bien, il y a une diminution des effectifs au niveau de la fonction publique d'État, et ceci s'est constaté également l'an passé. Par contre, un des enjeux, c'est effectivement